Bonjour tout le monde, ici Simon Tessier. Bienvenue à ce dernier épisode de la saison 3 du Balado de Camping Québec. À l'habitude, je vous présente l'épisode et par la suite, je cède la place à l'enregistrement, mais aujourd'hui, on fait un peu différent. On saute à pieds joints dans l'épisode sans autre introduction. Donc, il n'y aura pas de petite musique pour vous introduire à l'entrevue. Aujourd'hui, j'ai avec moi notre directrice générale adjointe chez Camping Québec, Julie Tréhan, qui est avec nous. Salut Julie. Allô Simon. Ça va? Ben oui, ben oui. On vous avait promis à la saison 2 un épisode questions et réponses parce que vous savez, à Camping Québec, on reçoit beaucoup de questions de la part des campeurs. On en avait amassé quelques-unes, on n'en avait pas suffisamment pour faire un épisode et finalement, on en a ramassé d'autres cette saison. Alors là, on en a assez pour un épisode complet. Alors, Julie va jouer les intervieweuses et va me poser les questions et je vais y répondre au meilleur de ma connaissance à titre de porte-parole de Camping Québec, parce qu'être PDG de Camping Québec, c'est le premier rôle et la première tâche d'agir comme porte-parole. Alors, je vais répondre aux questions. Et bon, vous pouvez le croire ou non, mais je n'ai pas eu les questions à l'avance. Alors, on va essayer d'y aller au mieux de ma connaissance. J'aime ça, j'aime ça. Ouais. Là, les gens vont dire « Ouais, t'as pas eu les questions avant, mais tu te doutes des questions qu'on va te poser. » C'est bien sûr, parce que les questions, ils reviennent souvent à l'association. Alors, bien sûr, on a des réponses pour chacune des questions, mais peut-être que Julie va me surprendre. Alors, Julie, je te laisse aller, puis je vais essayer de répondre au meilleur de ma connaissance. Bon, OK. Alors oui, j'ai une bonne liste. Là. Je te dirais que on va avoir un épisode bien garni, bien chargé, je crois. Bien, écoute, première question, Simon. Est-ce que, d'entrée de jeu, est-ce qu'il y a une loi qui encadre les pratiques d'affaires des campings au Québec? En fait, il y a quelques lois, mais la loi principale, c'est la loi de l'offre et la demande. Alors, puis là, je ne veux pas devancer probablement d'autres questions, là, mais les terrains de camping, ce sont des entreprises privées. Donc, les lois auxquelles ils font face, c'est les lois dans les domaines qu'ils exercent. Donc, par exemple, s'ils ont un restaurant, un dépanneur, c'est le MAPAC. S'ils ont un lac, il y a l'environnement pour les égouts, etc. Mais si ta question, c'était au niveau, des prix et tout ça, ça, c'est la loi de l'offre et la demande. Alors, ce n'est pas une loi gouvernementale, c'est la loi du marché qui légifère à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a une disparité d'un terrain de camping à l'autre, d'une région à l'autre, et c'est ça qui détermine les prix. Bien, c'est là où je m'en venais un petit peu, là, parce qu'il y a beaucoup de disparités dans les tarifs là, des terrains de camping. Alors, il y avait des campeurs qui se demandaient s'il y avait une loi ou un mot d'ordre de la part de Camping Québec, une consigne là, par rapport aux tarifications, et voyageurs et saisonniers, les deux. Bon, le mot d'ordre, là, on va clarifier ça parce que ça arrive souvent qu'on nous dit on est allé dans tel camping, puis tel camping nous a dit que c'était comme ça parce que c'était Camping Québec qui demandait ça, c'était Camping Québec qui exigeait ça, c'était Camping Québec qui obligeait ça. Là, on va spécifier le rôle de Camping Québec. Camping Québec, c'est l'Association des exploitants de terrains de camping du Québec, qu'ils soient privés, municipaux ou provinciaux. On est majoritairement d'entreprises privées, mais notre rôle, c'est de défendre les intérêts, de contribuer au développement de l'industrie du camping et d'en faire la promotion. Alors, est-ce qu'on influence les membres? Oui, on les influence à avoir des bonnes pratiques d'affaires, à se développer. On a des services conseils, on leur inculque un paquet de valeurs, de notions et d'informations. Par contre, au niveau de l'obligation, Camping Québec n'oblige aucun de ses membres à adopter telle ou telle politique. C'est-à-dire que, on peut leur recommander des choses. En bout de ligne, ce ne sont que des recommandations et c'est eux qui décident ce qu'ils appliquent ou non. Ce sont leurs entreprises. La seule façon où Camping Québec a un levier légal, si on veut, c'est que Camping Québec est le délégataire du ministère du Tourisme pour enregistrer les terrains de camping. Donc, ils ont des numéros d'enregistrement, ils doivent fournir certaines données.
si on veut simplifier, c'est un permis d'opération. Donc, un terrain de camping, pour opérer au Québec, il doit s'enregistrer auprès de Camping Québec. Et ça, c'est tous les terrains de camping qui soient membres chez nous ou non membres. Donc, ils payent un frais annuel, ils ont une assurance responsabilité civile, la conformité municipale à avoir. Et c'est le seul point où Camping Québec peut dire, ben là, ce camping-là est illégal. Et nous, on transfère le dossier aux autorités. Donc, c'est même pas nous qui avons le pouvoir de donner des sanctions. Alors, lorsqu'on vous dira, ben, c'est Camping Québec qui dit ça, il y a un bémol à faire. Camping Québec a peut-être déjà recommandé de faire ça, mais on n'oblige à rien. OK. C'est bon. Ben, je reviens un petit peu aux tarifications parce que ça Oui. intéresse beaucoup de campeurs, là. J'avais plusieurs questions là-dessus concernant les politiques tu sais, d'annulation, réservation, le dépôt de réservation aussi. Donc, tu dis que les campings sont libres de mettre le dépôt qu'ils veulent, les dates qu'ils veulent et tout ça. Y a-t-il une norme? Comment ça fonctionne? Ben, il faut que la politique de réservation et d'annulation soit clairement identifiée par le terrain de camping au moment de prendre la réservation. Donc, ça peut être écrit sur leur site web, ça peut être écrit dans un courriel au moment de la confirmation de la réservation. Et les modalités d'annulation sont ainsi écrites. Et elles varient d'un terrain de camping à l'autre. Donc, parfois, il y a des campings que c'est une semaine avant, il n'y a pas de modification possible. D'autres, c'est 3 jours. D'autres, c'est pas de modification. Sinon, il y a des frais d'une nuit, de 2 nuits, de la totalité du séjour. Encore là, on ne donne aucune règle à ce niveau-là. On donne certaines pratiques d'affaires répandues. C'est pour ça que parfois, les gens ont l'impression de dire « Ouais, mais Camping Québec, il y a quand même des pratiques qui sont les mêmes d'une place à l'autre. » Oui, mais les gens, comme des gens qui ont un restaurant, ce sont tous des propriétaires différents. Mais par contre, il y a des choses qui se ressemblent. Là. Tu sais, les prix des entrées, une entrée de calmar d'un restaurant similaire à l'autre, c'est à peu près le même prix. Alors, c'est pas de la collusion, c'est qu'on s'inspire au niveau du marché à ce qu'on a à faire. Et là, je pense, juste pour spécifier, on n'a pas le nom des personnes parce qu'on voulait garder ça anonyme là, pour pas qui ont posé des questions. Puis, il y a de ces questions-là c'est des questions fréquentes qu'on a qui viennent de plusieurs personnes aussi. Donc, des fois, j'ai regroupé. On nous dit on entend tout le temps les campings sont pleins, on ne peut plus faire des réservations en dernière minute. C'est-tu vrai, ça, ou c'est une légende urbaine? C'est une légende urbaine. C'est sûr, ce qui arrive, là, c'est que souvent, en période estivale, les journalistes d'une région donnée appellent les 2 ou 3 campings les plus populaires de leur région. Puis là, ils se font dire « Ah, on est plein, mais on est plein les week-ends, on est plein durant la période de vacances », mais ils n'appellent pas les 70 autres campings de leur région. Alors, on prend une petite donnée, on l'extrapole à tout le reste en disant ben c'est un état de fait partout au Québec. Alors, c'est pas vrai. Et c'est encore plus faux cette année parce qu'avec la météo qu'on a eue au printemps, ben, les gens ont décidé de réserver un peu plus dernière minute. Alors, il y a de la place un peu partout au Québec. On comprend que les réservations dans les terrains de camping, c'est peut-être un peu plus fastidieux à faire que dans le secteur de l'hôtellerie, mais sachez que Camping Québec travaille à un super projet qui risque de faciliter la tâche aux campeurs. On va en dévoiler les grandes lignes probablement à la fin de l'année 2024 ou au début de celle-ci. Tu nous titilles, là. Oui. Autre peut-être légende urbaine, les chiens. Il y a comme une légende urbaine aussi, ou en tout cas au Québec, il y a une espèce d'impression que les chiens sont interdits dans les campings en général. Est-ce que c'est le cas? Ah non, les chiens. Et là, parce que moi, vous savez, la technologie, je suis pas pire, mais pour la base de données de Camping Québec, je suis pas le meilleur. Mais de mémoire, là, c'est plus de la moitié des terrains de camping qui acceptent les chiens. Puis là, peut-être que je pourrais te demander, c'est rare qu'on demande à la personne qui pose les questions, mais le nombre exact qui accepte les chiens... 751. C'est 751 sur 1142.
Donc, j'avais raison, c'était plus de la moitié, fait que je vais Mhm, le donner large. Cela mhm, dit, les restrictions ne sont pas les mêmes d'un camping à l'autre. Donc, mhm. dans le guide du camping ou sur le site web, il y a chien accepté avec restrictions, mais là, les restrictions, on ne peut pas les lister dans un icône. Fait que là, il y a des terrains de camping que le chien est accepté, mais doit demeurer sur votre site, la promenade n'est pas permise. Il y a des terrains de camping qui ont des frais, d'autres qui n'ont pas de frais. Ça varie vraiment d'un endroit à l'autre. Puis il y en a de plus en plus qui acceptent les chiens. C'est parce qu'à une certaine époque, c'était refusé dans beaucoup de terrains de camping. Ça a évolué au fil du temps. Mais c'est une fausse croyance de dire qu'ils ne sont pas acceptés nulle part. Il y a certains terrains de camping aussi, plus récemment, qui limitent le nombre. Parce que, bon, des fois, il y a des gens qui sont fans d'une race en particulier. Il y en a plusieurs. Et il y a des terrains de camping qui limitent, pour limiter les risques à certaines races qui n'ont pas accès au terrain de camping, là, qu'on catégorise. Bon, puis je ne veux pas rentrer dans le débat, là, mais qu'on catégorise de un peu plus menaçantes. OK. Ben, il y a des campings aussi qui ont plus souvent des spécialités aussi là, qui sont très pet-friendly, si on veut. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Oui, il y en a. On a certains amis auxquels on pense là, qui sont très pet-friendly. Puis il y a de l'éducation qui se fait. Il y a des terrains de camping qui mettent des parcs à chiens. Donc, c'est de plus en plus. Mais il y a moins de parcs à chiens qu'il y en a dans les campings aux États-Unis. Là. On voit ça souvent aux États-Unis, des parcs à chiens. Mais il y a une question d'espace aussi disponible. Ça prend quand même beaucoup d'espace. Alors, non, c'est totalement faux. Super. On change un petit peu de sujet. Plusieurs campings refusent les roulottes moins récentes. Je me suis fait dire que Camping Québec recommande ou oblige un âge maximum pour les roulottes. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Tout. On a on n'oblige à rien encore là. Je vous dirais que c'est une politique qui a été instaurée dans plusieurs terrains de camping il y a une quinzaine d'années, là, où il y avait une très grosse différence entre les nouveaux VR et les vieux VR. Il y avait beaucoup de disparités. Les gens ont choisi de faire une sélection de la clientèle et de se diriger vers ça. C'est pas une règle de Camping Québec. Il y a un enjeu d'assurance dans tout ça pour certains. Mais c'est pas du tout un enjeu de Camping Québec. Le seul enjeu qui était peut-être en lien avec Camping Québec, puis là, c'est vraiment d'extrapoler loin, mais il y a des points qui étaient donnés à la classification sur l'apparence générale du terrain. Donc, si un terrain de camping n'avait, par exemple, que des vieilles roulottes, ben ça pouvait influencer un peu l'œil du terrain de camping. Par contre, dans les choses que Camping Québec recommandait fortement en toute transparence, là, les cambuses, là, si je peux m'interpréter ainsi, là, les fameuses rallonges qu'on a vues à une certaine époque, là, où on a une petite roulotte, puis on a fait Un toit une par-dessus. cabane en avant, un toit rigide, puis tout ça. Pour des raisons légales, pour des raisons de taxation municipale, ce sont des pratiques que Camping Québec ne recommande pas du tout à ces terrains de camping membres. Et il y en a qui décident de le faire quand même. Alors, c'est leur décision. J'en ai visité cet été qui le permettait encore, du moins des toits rigides. C'est leur business. Nous, on peut pas rien faire. Et après ça, ben, si la municipalité décide de venir taxer le campeur parce que ça devient des biens meubles, immeubles et non meubles, ben, à ce moment-là, la problématique est dans les mains du terrain de camping et du campeur. J'imagine que quand on parle d'âge maximum des roulottes, c'est principalement pour les saisonniers, les campeurs et voyageurs. C'est très rare pour les voyageurs. Moi, j'ai pas vu ça. Là. J'ai jamais vu ça circuler. C'est vraiment pour les campeurs saisonniers qu'on a vu ce type de politique être instauré. Mais Camping Québec, outre de transmettre le côté légal à ses membres sur cette pratique-là, ce n'est pas exigé par Camping Québec. Puis peut-être dans les choses exigées par Camping Québec, parce que je sais que ça peut porter à confusion, là, les campeurs saisonniers signent des protocoles d'entente
avec le terrain de camping, ce sont des baux à durée déterminée qui se renouvellent d'une année à l'autre au désir de l'exploitant et, si c'est le cas, au désir du locataire. Et certains vont dire, ouais, Camping Québec décide de rien, mais moi, le protocole que je signe, il y a le logo de Camping Québec dessus. Oui, le protocole a été rédigé par les aviseurs légaux de Camping Québec, a évolué au fil du temps. C'est un service qu'on donne à nos membres, mais il faut savoir qu'il y a certains de nos protocoles qui ont été altérés, il y a certaines clauses qui ont été changées. Ça ne veut pas dire qu'ils ont la bonne version et de toute façon, ça n'attache pas une responsabilité à Camping Québec sur le protocole. C'est juste que nous, c'est plus facile quand on sait qu'un membre utilise notre protocole et qu'il y a une action à faire avec un campeur saisonnier. Bien, on lui demande, est-ce que vous utilisez le protocole de Camping Québec? Oui. Bien, à ce moment-là, en vertu de tel article, vous pouvez mettre fin à la location selon telle façon de faire. Ben, écoute, Simon, parlons-en des saisonniers parce que au moment de diffuser cet épisode-là, ben, on est pratiquement dans la période de renouvellement là, des contrats de location pour l'an prochain. Donc, j'ai plusieurs questions à ce niveau-là. Un campeur dit, j'ai reçu mon avis de renouvellement et l'augmentation du prix de location pour l'an prochain me semble abusive. Est-ce qu'il y a une loi qui limite l'augmentation des coûts? Oui, la loi de l'offre et la demande. Donc, c'est pas compliqué. Le terrain de camping, s'il augmente son terrain de 500 puis que ça représente 35 de sa facture, c'est son risque à lui. S'il décide de mettre ce prix-là, c'est parce qu'il juge que ce qu'il offre, c'est ce que ça vaut. Le terrain de camping a aussi des obligations. Là. On parlait d'obligations de loi tout à l'heure. Parfois, le terrain de camping doit refaire ses installations septiques. C'est des coûts astronomiques. Après ça, il y a l'offre et la demande. Il y a souvent des campings qui ont des listes d'attente. Et le campeur, lui, s'il décide que c'est trop cher, bien, à ce moment-là, il peut magasiner un terrain de camping qui est un peu moins cher et il va payer pour un terrain de camping moins cher. Il va peut-être avoir un peu moins de services. C'est un choix à faire, mais il y a... Ça va peut-être faire son affaire. Ben, c'est ça. Mais il n'y a rien qui empêche le terrain de camping. Au même titre que si vous mangez au restaurant, là, vous pouvez aller dans un fast-food, puis là, je vais en nommer un, mais je n'en nommerai pas, là. Mais vous pouvez aller dans un fast-food ou vous pouvez aller chez un chef étoilé et là, vous allez payer la totale pour un repas pour 2 personnes qui va vous coûter peut-être même le quart, voire la moitié de votre location de terrain saisonnier. Mais il n'y a rien qui empêche le restaurateur de faire ça. S'il n'y a plus de clients, il va devoir baisser ses prix ou fermer. Et là, je vais répondre à une sous-question. Oui, mais il dit on est des locataires, puis on a mis. Mais justement, on est des locataires. Donc, quand on loue un espace, l'espace ne nous appartient pas. Donc, tout l'aménagement qu'on va faire, oui, ça contribue à la beauté du terrain de camping, oui, ça contribue au confort du campeur, mais demain matin, si le bail n'est pas renouvelé à la fin, c'est dommage, mais c'est terminé, on est chez une autre personne, au même titre où si vous louez un loyer puis que vous faites des investissements majeurs, là, vous décidez sans demander au propriétaire, vous posez de la céramique partout, vous posez du marbre dans la salle de bain, vous installez une douche vitrée plus grande que nature, puis là, lui, il décide qu'il reprend le loyer pour quelqu'un de sa famille. Bien, c'est plate, là, mais l'argent que vous avez mis, c'est perdu. Là. C'est pas votre propriété. Donc, si là, j'ai reçu un avis de mon propriétaire comme quoi il me renouvelle pas l'an prochain. Y a-tu le droit de faire ça? Puis dans ce temps-là, qu'est-ce qui arrive avec justement mes équipements sur le terrain? Bien, à ce moment-là, les équipements doivent être libérés à la fin ou juste avant la fin du contrat. Donc, si votre contrat se termine, par exemple, le 15 septembre, bien, il faut que le 15 septembre, les équipements soient sortis. Et je crois, là, sauf erreur, que dans le protocole de Camping Québec, on demande même à ce que les lieux soient remis en état initial auquel ils avaient été loués. Mais outre ça, il y a des terrains de camping qui acceptent, avec entente avec le propriétaire, qui acceptent que les campeurs saisonniers,
qui ne renouvellent pas, là, parce que là, ce n'est pas toujours des cas d'expulsion ou des cas que le propriétaire ne veut pas renouveler. Le propriétaire peut, par exemple, vouloir reprendre ce terrain-là, ce lot-là, pour faire un parc ou quelque chose comme ça. Exact, exact. Peut faire ou dire, ben moi, c'est un terrain que je mets à vocation voyageur, ça se C'est termine ça. là. Et dans le cas où c'est le campeur qui décide de quitter, donc il dit, moi, j'ai vendu ma roulotte, mais la personne qui a acheté, elle s'en va voyageur avec, bien, ça peut arriver que le camping dise, OK, ben c'est correct, ta plateforme, ton cabanon, si tu veux, on peut prendre arrangement. Il y a des arrangements qui se font, là. Des fois, c'est entre le propriétaire et le campeur, d'autres fois, c'est entre le futur locataire du camping, mais le camping n'a pas d'obligation à vous faciliter la tâche dans ce dossier-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais il n'y a rien de mieux que la communication pour être sûr de savoir à quoi s'en. Si on va y arriver, j'ai des questions là-dessus, les ventes de roulottes un petit peu plus loin aussi, ça intéresse les gens. Mais pour finir là-dessus, si que ce soit là, si moi je décide de ne pas renouveler ou si j'ai un avis comme quoi mon propriétaire de camping ne veut pas renouveler, j'ai quand même le droit de finir ma saison actuelle. Ça, Oui. je me rends jusqu'à la fin du contrat. C'est 2 contrats à part, là, le contrat de cette année, le contrat de l'année prochaine. C'est comme 2 choses distinctes. C'est ce qu'on appelle un contrat à durée déterminée. Donc, c'est des baux de villégiature à durée déterminée. Donc, quand le contrat est terminé, il est terminé. Il faut en avoir un autre et avoir donné un dépôt sur le prochain contrat pour y avoir droit. Merci. Pour les campeurs qui rêvent de devenir saisonniers, on a beaucoup de questions là-dessus aussi qui cherchent. Je pense qu'il y a des régions peut-être très en demande et tout ça. Puis il y a comme une impression aussi que des places de saisonniers, c'est très rare puis c'est très difficile à trouver. Est-ce que ça existe encore des places de saisonniers au Québec? Oui, il y en a. D'ailleurs, on devrait faire une mise à jour prochainement sur notre site web sur les terrains de camping qui ont des emplacements saisonniers de disponibles. Là. On va mettre ça en œuvre à la fin de l'enregistrement du balado pour donner ça à l'équipe marketing pour que ça soit sur le site Internet. Mais oui, il y a des terrains de camping. Évidemment, il y a des terrains de camping qui ont des listes d'attente, là, et ça fait partie de la situation de la popularité. Alors, il faut être patient, puis des fois, il faut aller camper dans un camping qui n'était pas notre premier choix, mais finalement, une fois installé, on dit, ben, on se fait des amis, puis on aime ça, puis on dit, ben, les noms sur les listes d'attente aussi, parfois, bon, et une fois qu'on l'appelle, on appelle la personne, ils se sont trouvés une belle place ailleurs. Il y a tellement d'options au Québec que c'est rare qu'on attend chez nous dans la cour. Good. Est-ce qu'à ce moment-là, si j'ai de la misère là, à me trouver un emplacement saisonnier, est-ce qu'acheter une roulotte déjà installée dans un camping, c'est un bon moyen, dans le fond, de m'assurer une place puis de bypasser la liste d'attente? Ouais, ça ouvre à d'autres questions. Là. Je vais te barrer Oui, une couple de questions dans ta liste. Bon, vas-y. les achats de roulottes déjà installées sur le terrain de camping, là, je vais essayer de toucher tout là-dedans. Là. Parce que oui, on a beaucoup de questions là-dessus. Bon, d'abord, c'est important de savoir les politiques diffèrent d'un camping à l'autre. Donc, ça dépend vraiment et les modalités sont différentes d'une place à l'autre. Il y a des terrains de camping qui ne permettent pas le transfert de bail. De toute façon, sur le bail, de façon générale, c'est interdit. Donc, il faut que ça soit permis outre le bail ou avec une modification. La location, c'est entre le propriétaire le camping et la personne. Exact. Pas avec la roulotte. Ça ne suit pas la roulotte, là, cette affaire-là. Exact. Donc, c'est entre une personne de gré à gré. Donc, c'est pas la roulotte qui est louée. Elle est louée à des personnes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années passées, et il y a plusieurs années, on a vu des scénarios vraiment spéciaux, là, pour les nommer ainsi, où on avait des roulottes qui, au Green Book, là, je crois que ça s'appelle toujours comme ça, là, qui est l'annuaire où on peut savoir, bon, une roulotte de telle année, ça vaut combien sur le marché usagé. Mais des roulottes qui valaient, par exemple, 3 000 pouvaient se vendre 45 000, 50 000 sur certains terrains de camping, alors que la roulotte en vaut 2 ou 3 000, mais la plus-value, elle est donnée essentiellement par le terrain de camping. Alors, les campeurs saisonniers, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils vendaient une location de site
et aller chercher un gain important alors que c'est un bien qui ne leur appartient pas. Puis là, il aurait fallu que l'aménagement soit vraiment extraordinaire pour que le cabanon, la plateforme, les fleurs, ça vale ce prix-là. Alors, les terrains de camping ont encadré davantage ça, ont mis des limitations au niveau des âges pour les transactions, ont mis des règlements pour devoir autoriser, donc rencontrer l'acheteur, etc. Devoir aussi, il y a certains frais qui s'appliquent dans certains cas. Encore là, ça varie d'un terrain de camping à l'autre. Mais le campeur saisonnier qui veut vendre sa roulotte, il peut la vendre à l'extérieur du camping, puis la roulotte, elle sort. Là, le terrain de camping, si la roulotte est affichée, la roulotte, elle sort. La seule obligation du campeur, c'est de payer son terrain la saison qu'il a signé son bail, puis de libérer les accessoires s'il y a des accessoires à libérer. Mais la plupart des saisonniers, ils voient un gain monétaire à vendre la roulotte une fois qu'elle est installée sur un terrain de camping. Mais c'est pour ça qu'il y a des règles qui englobent tout ça, puis qu'elles diffèrent d'un terrain de camping à l'autre. Ça dépend du marché de la région, ça dépend de la liste d'attente du terrain de camping. Et là, si je me fie à ce que tu disais tout à l'heure, ça veut dire que la roulotte, elle peut être achetée, mais ça ne veut pas dire que le propriétaire du camping va accepter de louer l'emplacement à cet acheteur-là. En tout cas, il faut se parler, là. Oui, il faut se parler avant parce que si quelqu'un, par exemple, passe au bureau de la SAC, ça, c'est l'autre chose parce que des fois, il oublie de passer au bureau de la SAAQ, là, pas la SAC où Ça moi reste je des vais roulottes, hein? souvent. Là. Ouais. Ouais. Mais il faut demander au propriétaire parce que là, vous achetez un bien qui est, oui, un bien physique, mais qui est installé chez autrui. Alors, la moindre des choses, c'est de valider les règles et s'assurer qu'on achète un bien et qu'on va pouvoir profiter du dit bien parce que la personne qui vous vend la roulotte n'a pas le contrôle sur la location du site. Et un propriétaire de terrain de camping a-t-il le droit de refuser Oui. que des roulottes se vendent sur son camping? Oui. Oui, il peut le refuser systématiquement, puis il peut refuser des futurs locataires. Ce que le propriétaire n'a pas le droit de faire, puis là, en excluant le cas d'une transaction de roulotte, là, il ne peut pas refuser un locataire sous prétexte de discrimination. Donc, discrimination, c'est en regard au sexe, la religion, l'orientation sexuelle. L'âge, la race, oui, c'est ça. Exact. Donc, c'est des points sur lesquels on ne peut pas refuser un campeur saisonnier. Et est-ce que un camping a le droit de charger des frais administratifs pour une vente? Oui. Nous, la jurisprudence nous dit que c'est OK. Les frais ne peuvent pas être abusifs. Donc, ils ne pourraient pas charger, par exemple, 50% de la valeur de la transaction. Là. Ça serait difficile à défendre en cours. Mais le saisonnier, lorsqu'il vend sa roulotte, généralement, il connaît déjà ces frais-là et il les inclut généralement dans la vente de son équipement pour être sûr que, parce que le transfert de bail va se faire une fois ces frais-là acquittés là, seulement. Puis, quelqu'un là, qui veut être, qui ne connaît pas ça, puis qui veut devenir saisonnier, c'est de quoi qu'il devrait s'assurer avant de signer son contrat de location dans un camping? C'est quoi que tu dirais à pas. Ben, la première chose, là, avant le contrat, c'est de prendre connaissance du terrain de camping. Là. Tu sais, savoir c'est quoi, c'est où est-ce qu'on loue. Mais ça, c'est pareil dans une résidence. Là. Quand on achète une maison, là, c'est bon de faire le tour du quartier puis de voir, bon, qu'est-ce que ça a l'air. On ne peut pas tout prévoir. On n'est pas à l'abri d'un voisin désagréable. Ça arrive. Mais en même temps, il y a des choses qu'on peut voir. Tu sais, puis il y a toujours le classique de dire, bon, le citoyen qui reste à côté d'une traque de chemin de fer puis que lui, il trouve ça bien effrayant, mais il vient d'acheter sa maison. Mais Christy, la traque de chemin de fer était là, ça fait longtemps. Là. Donc, il faut connaître où on s'en va. Ça, c'est la première des choses parce que sur tous les terrains de camping au Québec, puis ça va pour les voyageurs comme pour les saisonniers. Parce que je comprends qu'il y a beaucoup plus de questions, c'est saisonniers que les voyageurs, mais il faut trouver le terrain de camping qui répond à ce qu'on a comme besoin. Après ça, le protocole d'entente,
il faut le lire. Donc, il faut prendre le temps de lire le protocole d'entente et généralement, il y a annexé au protocole d'entente une feuille de règlement qui est aussi avec le protocole. Fait, mais de façon générale, puis moi, j'en ai fait signer des protocoles dans mon ancienne carrière, je dirais que 80% du temps, les gens ne lisent ni les protocoles ni les règlements. Alors, en ne lisant pas puis en signant, ben on arrive parfois à des conflits. Puis souvent, c'est des conflits qui auraient pu être évités parce que dans des terrains de camping, par exemple, là, dans la majorité des terrains de camping, faire des travaux sur le terrain qu'on loue, c'est interdit, c'est permis avant le 20 juin, puis c'est permis après la fête du travail. Généralement, c'est la norme là, à quelques jours près. OK, pas pendant la grosse période des vacances, pour respecter la quiétude du monde, puis ben oui, le monde est en... Ben oui. Exact. Mais là, les gens ne lisent pas ça. Puis là, bon, on regarde, on ne s'informe pas. Puis là, Le beau-frère arrive, puis c'est on ça. peut pas. On fait le patio, puis là, le propriétaire vient, puis là, on dit t'as pas le droit de faire des travaux. Ouais, mais je veux m'installer pour l'été. Ouais, mais c'était écrit dans le protocole. Puis c'est sûr que le terrain de camping, lui, qui a 300 saisonniers, là, il ne peut pas lire les règlements puis le protocole avec chacun des campeurs à qui il loue. Donc, c'est de la responsabilité du campeur de lire ça. Puis par la suite, moi, ce que je dis souvent, là, c'est la première année, là, être saisonnier une première année, là, c'est peut-être bon de ne pas mettre trop d'investissement sur le terrain. Tu sais, je comprends que les gens veulent être confortables, puis tu sais, ils veulent un cabanon, ils veulent une plateforme, mais peut-être que la première année, là, on en met un minimum pour être confortable, un minimum aussi que le camping exige, puis on vit cette première saison-là de camping, puis on voit si on aime ça. Peut-être qu'on n'aimera pas ça être saisonnier. Ou qu'on n'aimera pas ce camping-là, ou ben oui, c'est ça. Exact. Puis des fois, on peut avoir des appels de gens qui disent ouais, j'aime pas ça, je veux que la camping change. Ouais, mais je veux que le camping change. C'est peut-être vous qui n'êtes pas fait pour ce camping-là. Moi, quand je vais dans un restaurant puis j'aime pas ça, j'y retourne pas. Donc, et si le prix est trop élevé par rapport à ce que je veux payer, j'y retourne pas non plus. Donc, c'est vraiment de trouver le terrain de camping qui nous plaît. Puis je comprends que les gens, des fois, sont un peu investis. Puis il y a un sentiment d'appartenance qui est unique aux campeurs saisonniers au Québec qu'on ne retrouve pas dans aucune autre industrie. Peut-être un peu au niveau des terrains de golf parce qu'il y a un membership de golf puis ils participent à la gestion. C'est peut-être la chose qui s'apparente le plus. Mais le sentiment d'appartenance des campeurs saisonniers envers leur camping, là, moi, je compare ça souvent aux Canadiens de Montréal. C'est des partisans qui regardent aller la gestion de l'organisation puis ils voudraient donc qu'il y a certains changements qui se fassent, mais en bout de ligne, ce sont les dirigeants qui décident. Puis c'est eux qui doivent ou subir ou bénéficier des décisions qu'ils vont prendre. Fait que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a une relation qui est de client. Puis à ce limite-là, évidemment, les saisonniers participent à multiples activités. Bien, c'est ça, il y a les deux aspects. Tu sais, c'est sûr que tu peux devenir attaché de cœur à ton camping, à la gang, il y a une ambiance familiale aussi, mais il y a, à travers ça, il y a aussi des règles ou des pratiques d'affaires ou des contrats qui viennent Exactement. encadrer mais il reste les relations humaines à travers ça, c'est sûr. Là. De toute façon, on peut pas dans la vie s'impliquer bénévolement dans des activités en attente d'un retour. Si ce n'est qu'un retour d'un merci, puis là, bon. Puis d'avoir du plaisir soi-même quand on le fait. Exact, mais les terrains de camping ont des soupers de bénévoles, ont des remerciements aux bénévoles, il y a un paquet de choses qui se fait, mais je comprends que parfois c'est difficile. Là, on est sur une ligne entre le côté amical puis le côté professionnel. Puis c'est très rare qu'on identifie le propriétaire d'une entreprise dans d'autres entreprises dans lesquelles on va. Tu sais, on rentre dans des commerces, là,
Le propriétaire du commerce où on va acheter une sacoche, là, on s'en fout un peu de c'est qui le propriétaire. Ce qu'on veut, c'est le service. On rentre pour un service, on ressort, puis c'est terminé. On comprend que dans les campings, il y a une longue période, il y a un attachement qui se fait, mais il ne faut jamais perdre de vue que c'est encadré à travers un bail, des règlements et qu'on paye pour une location chez autrui. C'est un peu ça. Je pense qu'on doit avoir fait le tour des questions. Peut-être qu'on n'aura plus jamais d'appel au bureau si tout le monde écoute le balado. Écoute, non, mais il me reste deux petites questions plus générales, je te dirais. On tombe un petit peu, peut-être, on sort un petit peu des saisonniers, mais un amateur de camping en tente là, qui aime la tranquillité, qui ne veut pas nécessairement d'animation, qui recherche plus la nature sauvage et tout ça, est-ce que ça existe dans les campings privés ou bien, tu sais, s'ils doivent, on le voit beaucoup, évidemment, c'est la marque de commerce des campings provinciaux, mais ça existe aussi dans les campings privés, cette offre-là. Oui, oui, oui. On a des campings privés qui se disent ressembler à des CEPAC et c'est vrai. Et c'est vrai, puis il y en a beaucoup. Je vous dirais sans préjugés, là, d'abord, il y a de décocher les loisirs organisés. Donc, quand il n'y a pas de loisirs organisés dans un terrain de camping, déjà là, vous allez, vous allez avoir un peu plus de quiétude. Et évidemment, ben, les étoiles, c'est une indication parce que souvent, là, le nombre d'étoiles, oui, il y a un 70% pour la qualité, mais de façon générale, quand on est dans un camping 0, 1, 2 étoiles, on va souvent avoir des campings de type un peu plus rustique, qui vont être un peu plus en nature. Donc, c'est pas que c'est pas des beaux campings, c'est de très beaux campings, mais ils ont pas, c'est pas des parcs thématiques, puis des plateaux sportifs, puis deux, trois piscines, puis des glissades d'eau. Alors, la classification, c'est une indication. On va travailler dans les prochaines années à peut-être catégoriser un peu mieux les terrains de camping, là, que ce soit de type familial, rustique, etc. Ça, c'est notre rôle à Camping Québec aussi de le faire, mais on va tenter de démystifier ça un peu pour les campeurs. Ben, écoute, tu fais le lien vraiment avec ma dernière question là, d'un campeur qui mentionnait être allé dans un camping 2 étoiles qui était sur sa route, puis qui a trouvé ça, le service hors pair, très propre et tout ça, puis qui mentionnait mériterait au moins 4 étoiles. Il voulait savoir comment le nombre d'étoiles était attribué. Donc, là, il y a une Oh boy! évaluation. Ouais. C'est toute une dernière ou avant-dernière question. Rapidement, mais je veux dire, parce qu'il parlait de service, tout ça, là, on n'est pas là, pour la classification. On n'est pas dans le service à la clientèle au niveau de l'accueil, du sourire de la madame. Oui, mais en fait, je vais répondre peut-être à d'autres questions aussi là-dedans. OK. La classification, au départ, c'était un programme obligatoire. Maintenant, ce ne l'est plus. Ça a été abandonné dans la nouvelle loi qui a été adoptée par le gouvernement caquiste. Et maintenant, ce n'est qu'un enregistrement qui se fait. Donc, l'exploitant remplit une déclaration, il va de certaines obligations, mais il n'y a plus de visite obligatoire des terrains de camping ou des établissements hôteliers. Pour les terrains de camping, c'est Camping Québec qui le faisait et on arrivait avec un système étoilé de 0 à 5 étoiles. Et lorsqu'il y a eu l'abolition de la classification obligatoire, Camping Québec a décidé de maintenir un programme qui est sur une base volontaire. Donc, ses membres y participent ou non et affichent le résultat ou non. Ça vient avec certains avantages de leur part d'afficher et de participer. Donc, on parle autour du tiers des terrains de camping là, qui participent au programme. Un peu plus si on compte uniquement les membres de Camping Québec, parce qu'on a moins de membres qu'il y a de terrains de camping au Québec. Et le programme est basé, là, grosso modo, 70% qualité, 30% présence Éventail de services et activités. Exact, exact. Donc, quand les gens nous disent Ah, ça fait rien que lister, qu'est-ce qu'il y a sur le terrain, c'est pas vrai. Là. Il y a des inspecteurs qui passent sur le site une fois aux 3 ans, ils notent la qualité et on sort un résultat de classification. C'est une grille de 1000 points. Il va y avoir des changements l'an prochain, donc vont être introduits dans les changements les plus importants pour les campeurs. Bien, la demi-étoile va faire son apparition.
Donc, les terrains de camping, c'est pas une demi-étoile qui est bonifiée quand tu arrives à plus de la moitié du score vers l'étoile suivante. C'est une demi-étoile qui va servir à standardiser. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si un camping veut être 5 étoiles, il doit être 5 étoiles partout. Donc, si sa moyenne n'est pas de 5 étoiles partout, bien, à ce moment-là, s'il y a certains secteurs de la classification où il n'atteint pas la note moyenne nécessaire pour le 5 étoiles, qui dans notre cas est 90 là, bien, si, par exemple, ces infrastructures d'accueil ne sont pas à 90 bien, au lieu d'avoir 5 étoiles, il va avoir 4 étoiles et demie. Ça veut dire que le terrain de camping, il est quand même de très grande qualité, mais pour être 5 étoiles, il faut maintenir la même chose. Et ça va être de même, comme ça, pour les autres niveaux d'étoiles. Donc, si un terrain de camping n'est pas de niveau 3 étoiles partout, il va être 2 étoiles et demie, 4 étoiles, même chose. Il faut comprendre qu'avec le temps, nous, le système de classification, il a été fait, oui, pour le consommateur, pour orienter le consommateur, mais d'abord et avant tout pour permettre d'augmenter la qualité de nos établissements de camping. Alors, les terrains de camping ont travaillé beaucoup à s'améliorer avec le temps. Puis, pourquoi on rentre les demi-étoiles? Bien, on était rendu avec des niveaux, comme par exemple le niveau 4 étoiles, là, il y en avait beaucoup de terrains de camping 4 étoiles, mais quand on regardait les terrains de camping 4 étoiles qui sont sur le bord d'être 3 étoiles, si on veut, et les terrains de camping qui sont sur le bord d'être 5 étoiles, mais il y a une grande disparité dans une tranche d'une centaine de points seulement, là. Alors, c'est pour ça qu'on amène les demi-étoiles dès l'an prochain, puis que ça va changer. Il y a d'autres changements un peu plus mineurs au niveau des ratios de toilettes qui vont être calculés sur les sites 1, 2, 0 services plutôt que sur l'ensemble des sites, parce qu'on prend pour acquis que quand il y a 3 services, ben, il y a moins nécessité d'avoir un grand nombre de salles de bain. Alors, il y a certaines choses. Évidemment, les salles de bain, ça fait partie des éléments importants de la classification. Aux grandes dames de certains de nos propriétaires de terrains de camping qui disent ouais, ben moi, mon camping ne se limite pas à des salles de bain. Non, mais quand on sonde les campeurs, c'est important des salles de bain propres. Au même titre que dans un restaurant, là. On va là pour manger, là. On ne va pas là pour aller aux toilettes. Mais les salles de bain, si on rentre dans un restaurant que la salle de bain est dégueulasse. Ça laisse une drôle d'impression. Oui, puis il y a fort à parier que la cuisine ne sera pas propre non plus. Ouf. Alors, c'est un indicateur. Comme tout système de classification, c'est pas parfait. Donc, il y a des choses. Il y a des choses qui peuvent être améliorées et il y a des choses aussi qui évoluent avec le temps. Il y a plus d'éléments de développement durable, il y a plus de choses, il y a de l'automatisation, il y a de l'informatisation, il y a plein de choses à voir. À une certaine époque, il y avait des points pour avoir une cabine téléphonique. Là, c'est plus le cas. Il n'y en a plus nulle part des cabines téléphoniques. Alors, il y a des points, mais on améliore la classification en collaboration avec autant le client que le propriétaire de camping et nous et le conseil d'administration, on prend des décisions à ce chapitre-là. Simon, ça clôt ma liste exhaustive de questions, mais je pense que tu en avais tellement à dire que j'aurais pu te dire juste au début. Simon, t'aurais tout. Ça a été comme un bon gros survol qu'on a fait là. Moi, j'ai une dernière question parce qu'on est à la dernière. C'est le dernier épisode de cette 3e saison. Écoute, tu sais que je suis la fan numéro 1 du balado. Je suis toujours la première à écouter les épisodes, à part évidemment Charles, notre réalisateur. Est-ce que le balado sera de retour pour une 4e saison? Ouais, Julie, la question. Puis moi, j'étais un gars émotif, mais malheureusement, non. On va. Ben, en fait, malheureusement, non. On va terminer l'expérience balado pour le moment avec cette saison 3. C'est un projet qui est né pendant la COVID, donc c'était la mode, là, tout le monde partait des balados et je me souviens à l'époque on avait eu l'humoriste Étienne Dano qui avait animé un de nos galas et j'avais dit à Étienne, Étienne, tu connaîtrais-tu quelqu'un qui pourrait nous réaliser un balado? J'ai l'idée de faire un balado avec nos membres, faire découvrir nos entrepreneurs aux campeurs.
Et Étienne m'avait tout de suite nommé sans même hésiter. Il dit, faut que tu appelles Charles Thompson. Donc, il dit, c'est Chuck. Il dit, appelle-le, dis-lui que c'est moi qui t'ai mis en contact avec lui. Il dit, c'est le meilleur en la matière. Puis c'est un vrai professionnel. J'ai fait un appel avec Chuck et Charles Thompson-Leduc, que vous entendez dans la conclusion du balado, c'est lui qui est le réalisateur du balado depuis le début de l'aventure. Puis sans lui, on ne se serait jamais lancé là-dedans. Alors, Chuck a été là depuis le début, puis il travaille avec nous sur d'autres dossiers parce qu'il y a plein de talents. Puis d'ailleurs, je tiens à le remercier. Chuck a été un vrai professionnel de A à Z dans ce dossier-là. Puis ça me fait de la peine de vous annoncer que c'est la dernière saison. J'exclus pas la possibilité à un moment ou l'autre d'avoir un épisode spécial du balado. Donc, peut-être qu'à un moment donné, un épisode sur le camping hivernal, on appelle des membres qui font du camping hivernal, des pratiquants, puis je suis certain que Chuck va répondre présent, puis on va faire des épisodes spéciaux, peut-être sur le projet dont je t'ai parlé, là, pour faciliter la réservation, on fera peut-être un épisode spécial du balado. Mais pour ce qui est de faire une saison avec des épisodes et tout ça, les sujets, là, moi, je pourrais parler de camping pendant 25 émissions par année. Mais à un certain moment, ça prend énormément de temps. C'est quand même un exercice sur lequel on doit défrayer des coûts parce qu'on veut une qualité et on veut que ça soit bien fait. Et à un certain moment, on se dit, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Pour le moment, non. Je ne dis pas que c'est un point final pour toujours. Les épisodes vont être là. Alors peut-être si la popularité des épisodes monte en flèche, parce qu'on a certains épisodes qui ont été très populaires, d'autres un peu moins, mais ça reste ça va rester sur les plateformes. Les gens vont pouvoir écouter. Il y a plusieurs choses qui sont intemporelles dans ce qu'on a discuté. On a eu des beaux moments. Moi, ça m'a permis de me rapprocher des membres, de jaser avec eux. Parce que souvent, on a eu des témoignages extraordinaires. Hein? Ça a été... Puis souvent, moi, les membres, je les vois dans des occasions de rassemblement, tu sais, le congrès, la journée Camping Québec, puis les membres aimeraient ça me parler une demi-heure chaque. J'ai pas le temps. La réalité, c'est qu'on est en organisation d'événements. Moi, je suis au micro quasiment la moitié de la journée, donc j'ai pas de temps à leur consacrer à ce point-là, puis le fait de passer une demi-heure avec eux puis de connaître leur bagage, ça a été extraordinaire. Ça nous a mené à d'autres projets aussi à l'association. Ça nous a inspiré un paquet de choses. Alors, moi, je remercie beaucoup toute l'équipe de Camping Québec qui a travaillé avec moi, parce que ça prend du booking. Là, faut que tu bookes faut que tu trouves une plage horaire pour ces gens-là. Après ça, il faut que tu vérifies qu'ils ont l'équipement technique. Il y a des gens qui sont achetés des micros juste pour faire le balado. Après ça, faut s'assurer que notre réalisateur est disponible, trouver des agendas pour tout le monde. Après ça, se brancher. Puis là, des problèmes techniques, là, on en a eu un épisode sur 2 où la connexion fonctionnait pas. Puis là, je vois Charles. On enregistre. Vous avez juste eu le balado en audio, mais nous, on l'enregistre en Zoom. Puis là, Chuck est ri parce que il y a des fois... Et Chuck est d'une patience incroyable. Moi, des fois, je fermais ma caméra parce que j'étais fâché. Je disais, on aurait dû vérifier ça, puis ça avait été vérifié. Mais là, des fois, la bande passante ne marche plus parce que les campeurs sont sur Netflix puis ils prennent toute la bande passante du camping. On a vécu quand même des super beaux moments, puis en temps de pandémie, puis l'an passé, pour moi, ça avait été un peu plus difficile. Alors, je me retrouvais chez nous, parce que moi, quand on enregistre le balado, je suis chez moi, dans mon bureau qui est devenu un studio. Puis tu l'as dit, Julie, tu as été moi, je voulais pas faire une 3e saison, puis s'il y a eu une 3e saison, c'est parce que tu n'arrêtais pas de m'achaler avec ça. Puis là, je te répète depuis quelques semaines déjà qu'on va mettre un terme à tout ça. Mais c'est un terme qui est peut-être temporaire. Et on verra. Si le besoin s'en fait sentir, on reviendra. Là. Les gens peuvent continuer de nous suivre, puis qui sait, ils vont avoir des épisodes surprises peut-être là, sur des projets X à venir. On a des surprises qui se préparent, oui. Oui, ça pourrait arriver. Alors, merci à toute l'équipe. Merci à Charles Thompson-Leduc, Chuck. Merci, mon chum. Puis,
Merci à tous les membres qui ont participé. Ce fut extrêmement agréable. Alors là-dessus, on va se laisser sur les guimauves de l'ami Bob Bissonnette qui est en haut. Mais c'est sa tourne qui est en titre du balado. Alors, merci tout le monde. Bye-bye. Camping Québec, le balado, une réalisation de Charles Thompson.